Déjà, bienvenue à tous. Merci d'être ici pour l'événement qui va se dérouler sur 2 jours ici à Nantes, Afropean Redeem. Donc, j'espère que vous avez vos places pour demain aussi, que vous allez pouvoir... On va vous introduire pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça ici, pourquoi maintenant, avec qui et pourquoi ce nom Afropean. Aujourd'hui, on parle d'un mot, celui qui rassemble, qui relie. Ce mot parle aux personnes dites métisses, aux personnes afrodescendantes, afro-caribéennes, afro-européennes, afropéanes. Des identités multiples, des histoires différentes, éloignées, mais une même racine, une même vibration, une mémoire collective. Ce terme n'est pas seulement une définition, c'est un point d'ancrage. Se rattacher à un ensemble, une identité qui ne sépare pas, mais qui soude. Aujourd'hui, on est ici pour se questionner, pour échanger, donc vous êtes aussi les bienvenus si vous avez envie de prendre le micro, de poser des questions, d'exprimer sur ces différents sujets qu'on va pouvoir aborder. On va aussi parler de la musique, mais surtout de la basse, du rythme, des battements, ces pulsations de la survie comme un code de transmission, une émotion partagée. Afropean, c'est une conscience collective, capacité à comprendre l'histoire, la musique comme un port d'ancrage. Je vais laisser mes amis se présenter pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. Yes, merci Yasmine pour ces quelques lignes vraiment poétiques en tout cas. Merci pour ton partage. Donc pour me présenter, moi je m'appelle Célia, j'ai 29 ans, je suis née à Nantes, je suis métisse, ma mère est bleue et mon père est sénégalais noir. Et déjà naturellement, je trouve que le mélange... il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais déjà, j'ai envie de big up le Sénégal parce qu'ils ont remporté la CAN. Vraiment, je suis fière, give thanks. Je suis vraiment fière de mes origines. Je suis fière que la lumière soit sur les lions du Sénégal. Et comme aussi je me considère Rasta, forcément, le lion a aussi une autre symbolique. Et je me considère aussi tellement bretonne. Donc, en fait, je dirais que c'est vraiment un pont de culture. Parfois, c'est assez difficile de trouver sa place. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues souvent dans ma vie, mais je crois que c'est un peu une généralité chez les gens qui ont l'air étrangers, même quand on n'est pas étranger. Mais voilà, je viens d'où, les discriminations, le racisme aussi. Et parfois, il peut aussi être vécu dans la famille blanche, sans qu'ils s'en rendent compte. Je suis aussi, j'ai été thérapeute, psychologue, transgénérationnelle. Et je pense que parfois, dans les familles à caractère raciste, parfois, ça se soigne à travers les générations. Et pour parler de la mienne, justement, dans ces idées un peu français, un peu arriérées, poussiéreuses, finalement, dans les petits-enfants, il y a beaucoup de métis noirs, beaucoup de métis maghrébins. C'est ça qu'on nettoie la lignée, qu'on apprend à vivre ensemble. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Nini. Merci Célia, merci Yasmine, merci à tous d'être là ensemble avec nous. Je m'appelle Nini, je suis arrivée à Nantes, ça fait 7 ans maintenant. Je suis d'origine géorgienne et je suis née et j'ai grandi en Afrique du Sud, d'où le lien avec Kebra qui sera avec nous demain aussi. Je suis venue à Nantes pour faire mes études d'architecture. Et
Et c'est ici à Nantes aussi que j'ai, en voulant exprimer mon amour pour la musique sud-africaine, que j'ai rencontré d'autres personnes très passionnées par la musique aussi, et d'où les ponts qui se sont faits, et m'a donné aussi la confiance de partager aussi cette histoire étrange qui vient de ma famille aussi. Et c'est aussi à Nantes que j'ai été introduite au sound system, à tout l'univers qui existe ici et qui, au final, m'a ramené à l'Afrique du Sud. Donc, juste à travers les rencontres que j'ai faites ici à Nantes, très riches, je m'apprends à m'exprimer aussi de choses qui je croyais être très privées, mais qu'au final, on a des choses en commun de manière très différente à partager. Donc, je suis très ravie qu'on ait ce moment ensemble pour faire ça. Je m'appelle Yasmine, ça fait, je crois, 8 ans que je suis à Nantes. Ça a toujours été une ville vers laquelle j'avais envie d'aller, surtout au niveau des arts et de la culture. Je trouvais que c'était très vivant. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par la culture sound system, au dub, au reggae. Donc, ça m'a vraiment donné envie de m'installer ici. Petit à petit, je suis aussi passée derrière les platines pour jouer des vinyles chers. Et aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire. Grâce aux rencontres que j'ai faites, pour moi, la musique, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose d'individuel. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on continue de vous proposer des choses. Et aujourd'hui, c'est particulier puisqu'on accueille Kebra, qui vient d'Afrique du Sud, qui pour moi, personnellement, a toujours été une inspiration et m'a apporté beaucoup de représentation aussi. Et donc, je suis très heureuse et jamais j'aurais imaginé il y a 5 ans que ça c'était possible ici à Nantes. C'était important pour nous aussi de passer par un lieu comme la Licorne Noire pour aujourd'hui vous parler et vous montrer ce qu'on fait. C'est un lieu qui est tout jeune puisqu'il n'a encore qu'1 an. C'est un lieu qui est aussi fragile, qu'il faut absolument soutenir. C'est le premier bar afro-caribéen que j'ai vu, en fait, avec même un sound system à l'intérieur. C'est un rêve. Je suis très contente de vous retrouver tous ici dans ce lieu et qu'on puisse commencer cette discussion autour d'Afropéane. Est-ce que des gens veulent s'exprimer aussi ou nous partager pourquoi ils sont venus ici ce soir, ou est-ce qu'on enchaîne et on vous dit ce qu'on a à dire? En fait, moi, je trouve ça super parce que je suis vieux, enfin vieux, j'ai 50 ans, et que à votre âge, on n'avait pas cette chose-là de pouvoir exprimer tout ce que vous venez d'exprimer là. Ça fort. Et je sais que dans l'époque qu'on vit, où tout le monde est en guerre avec tout le monde à tous les niveaux, je trouve ça fort que vous puissiez exprimer ça. Et je trouve ça beau et ça m'émeut profondément. Et j'espère profondément, c'est pas pour faire du flanc, hein, moi je mens pas. Ça a apporté des fruits pour qu'on ait un monde meilleur à l'avenir. Et que le son Nini, si je suis là, c'est que toi tu m'as montré Kebra. C'est toi qui m'as montré Kebra. J'ai connu d'autres choses, mais Kebra, quand tu m'as montré, j'ai regardé en boucle, en boucle et en boucle. Et le vieux à côté de moi, il a regardé aussi. C'est pour ça qu'il est là. Il est tombé amoureux aussi. Et c'est ça la vie. Juste ça la vie. C'est quand on est dans cette énergie-là.
de vouloir faire avancer les choses pour l'humanité de manière positive, ça porte ses fruits. Des petits fruits qui mettent du temps, mais ça les porte. C'est tout ce que je voulais dire. Et continuez juste votre œuvre, parce qu'elle est belle. Et elle est belle. Voilà. Ouais, donc on va revenir aussi là où on se situe, à Nantes. On en a beaucoup intervenu un peu pas mal de fois. Mais on va parler des choses qui font mal ou qui sont difficiles à aborder. Mais il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, que Nantes est vraiment une ville qui a un lien immense, qui a battu sa richesse en fait sur le commerce triangulaire. Donc, il faut se rappeler, hangar à bananes, déjà il y a le nom banane dedans, donc on se souvient. Mais en gros, de cet endroit-là, hein, qui est un endroit où les gens se rassemblent pour faire la fête actuellement à Nantes, 2 siècles avant, c'était vraiment l'endroit où les bateaux étaient construits, où ils se préparaient en fait pour partir le long de l'Atlantique, faire un petit coucou à Bordeaux, prendre d'autres bateaux, descendre le long du Portugal, encore, jusqu'à aller au Sénégal. Et je vous ai dit tout à l'heure que je suis d'origine sénégalaise. Et puis de là-bas, il y avait la famille que j'ai pu découvrir en y allant assez tard dans ma vie. Et c'est charmant en fait, c'est magnifique cette île. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent dans la salle sûrement. Yes, tell them. C'est une île vraiment magnifique, au turquoise, des maisons colorées, c'est vraiment magnifique. On visite et on voit aussi qu'il y a des endroits, des petites pièces où en fait il y avait des 50, 60 personnes qui étaient stockées là-dedans, enfants, femmes, hommes. Et c'était pas forcément des Sénégalais ou des Sénégalaises, hein. Ils venaient de tout le continent. Ils avaient été pris, achetés, arrachés. Ils les emmenaient justement sur cette île. Donc déjà, ils avaient déjà quitté le continent africain, sur une île à côté du Sénégal. Et en fait, après, sur cet endroit, il y a une porte face à l'océan. Et ça s'appelle la porte sans retour. Et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de personnes à ce moment-là, ils savaient qu'ils les attendaient. Et en fait, ils préféraient sauter, se donner la mort. Donc il y a aussi beaucoup de cadavres, en fait, hein, qui sont dans les côtes de l'Atlantique, proche du Sénégal. Donc il y a ce contraste, en fait, de la beauté des choses et en même temps l'histoire terrible aussi. Et puis, du coup, ce voyage, il continue jusqu'à la traversée de l'Atlantique. Il faut arriver dans les Caraïbes, le continent américain. Et là, on dépose la main-d'œuvre, clairement. La main-d'œuvre pour travailler dans les champs de coton. Et c'est quelque chose qui a duré 400 ans. Et j'aime à dire en ce moment, parce que c'est plus parlant, parce qu'on se dit 400 ans, l'esclavage, on a l'impression que c'est vraiment un truc vieux, quoi. Vraiment, dans les bouquins encyclopédiques, c'est poussiéreux, c'est loin, mais en fait, ça a duré 400 ans et ça fait à peine 200 ans que c'est aboli. En fait, là, quand on se dit c'était il y a longtemps, dites-vous que ça, c'est que la moitié que l'esclavage a duré déjà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait beaucoup, je crois que j'avais compté, ça faisait à peu près 12 générations. Donc, en fait, c'était compliqué, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu, mais en tout cas, quand tu naissais noir, tu savais que tes enfants allaient et que leurs enfants aussi, etc. etc. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. On n'est pas là non plus, c'est ça que j'ai envie de dire, et un peu c'est ma force en tant que métisse bretonne sénégalaise. C'est qu'en fait, j'ai pas plus un parti ou un camp. Au contraire, je me sens insultée quand on insulte les Blancs, je me sens insultée quand... Et il faut juste qu'on apprenne à... Je sais pas, en fait, j'ai pas la réponse à tout, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis déjà heureuse de voir qu'il y a justement ce lieu où on peut parler, où en fait, il y a aussi des personnes qui peuvent entendre. Je pense que c'est surtout ça de quoi on a besoin, c'est que les personnes qui nous puissent entendre, sans donner leur avis, mais juste entendre déjà le vécu d'une personne, c'est énorme. Et donc, déjà, d'être présent et présente ce soir, c'est vraiment une belle chose de votre part. Merci. Moi, ça me parle beaucoup quand tu parles du trajet, justement, des bateaux. Que j'habite quai de la Fosse. Et pour aller travailler, je pars en fait de l'autre côté à 30 Mous.
Et en fait, en marchant pour aller prendre le bateau à Gare Maritime, je passe avant le musée, là, Montréal. Du coup, il y a des noms de bateaux qui sont écrits en fait sur le sol. Déjà, même ça, je trouve c'est bizarre, mais bref, tu marches et en fait, à un moment donné, sous mes pieds, je vois le nom d'un navire qui porte en fait mon nom. Et là, je suis sur le navibus, c'est un peu comme si tout fait sens. En fait, je suis en train de suivre la route que mes ancêtres, en fait, aussi avant, et peut-être dans ce bateau sur lequel je viens de marcher, étaient, en fait. Puisque pour arriver ensuite jusqu'en Haïti, où a eu lieu ensuite la révolution. Et donc, en fait, souvent, les gens, ils viennent te voir, ils te demandent « T'es d'où, toi ? T'es quoi ?» et tout. En fait, souvent, ce qu'on répond, c'est « Je suis de Nantes, je suis nantaise ». Et les gens te regardent bizarrement, mais en fait, en cette route, je me dis que le fait que je sois ici aujourd'hui fait sens et qu'en fait, Nantes, c'est chez moi, c'est ici que je dois être. Et ça fait écho, en fait, beaucoup ce lien, du coup, entre Nantes et les Antilles, avec l'histoire du son de système aussi qui arrivait en... Je me suis dit, mais c'est fou quand même dans cette ville à quel point le dub et toutes les musiques qui en découlent résonnent énormément dans cette ville. Et c'est pour ça aussi que ça m'a attirée. C'est les basses, c'est les vibrations, c'est les sons de système, c'est les soirées dub. Et en fait, ça fait tellement sens. Tout ce qui s'est passé avec la mémoire, qui est une énergie réellement ici qui vivre et qui fait vivre en fait ces cultures. Mais malheureusement, avec le temps et en grandissant, je me suis dit, mais attends, en fait, au final, il y a un truc hyper bizarre. Il y a un truc hyper bizarre. Je te vois toi. Je vois peut-être 2 autres personnes noires et en fait, il y avait que des blancs, quoi. Il y a que des blancs dans les soirées dub et son système ici. Et je me suis dit, mais c'est quoi le problème, en fait ? Pourquoi est-ce que on se sent même pas les bienvenus dans ces soirées-là, et pourquoi ces musiques-là, c'est souvent par choix, en fait, qu'on préfère les écouter chez nous, dans nos familles, entre nous, et pas à ces endroits-là. Enfin, c'est vraiment une question qui part d'un ressenti et quelque chose que j'ai constaté également de réponse à tout ça. Mais je me suis dit, il faut que nous aussi, on se retrouve, que nous aussi, on organise nos soirées. Nous aussi, on a le droit d'écouter nos musiques sur son système, même si on n'a pas forcément les moyens d'en construire un et que souvent on nous fait croire que c'est très difficile d'accès en fait au final, alors que petit à petit, au lieu de juste se regarder dans les coins des soirées, on s'est dit qu'on pouvait faire les choses ensemble aussi. Et d'où l'importance de ce lieu d'ailleurs. Je vais rebondir avec la notion d'ancrage dans un territoire. En étant étudiante d'architecture, entre guillemets, je fais une formation pour construire. Et construire quoi ? Construire pour qui ? Toutes ces questions me sont venues pendant à Nantes. Et donc, je me rends compte dont non seulement moi qui ai besoin de trouver des personnes pour juste être, j'avais aussi besoin de lieux, d'espace. Et il s'avère que si on ne construit pas ou si on ne laisse pas la place pour que les gens construisent d'eux-mêmes, c'est compliqué. C'est compliqué, et d'où aussi le fait de se retrouver entre nous dans des espaces plus intimes, plus privés. Mais dans tous les cas, c'est lié à des lieux, c'est lié à qu'on parte en voyage ou que nos parents ont voyagé et qui nous ont transmis des choses. En fait, en quittant un territoire, tu emmènes avec toi des souvenirs, des mémoires, de la musique, de la culture, de la nourriture, tout, la vie. Et donc, comme tu n'as pas la terre sous les pieds, littéralement, et tu arrives quelque part de nouveau, tu as besoin de te re-ancrer, t'enraciner,
autrement. Heureusement, je connaissais la langue française en arrivant, mais au-delà de ça, j'arrivais pas. La langue suffisait pas. C'était pas une manière de m'exprimer, pas encore, en tout cas au moment où j'étais arrivée. Donc, d'où l'art, qui est un outil très très fort, et je vous encourage tous de créer, et même de pas avoir peur de créer, qu'importe ce que c'est, même si c'est pour vous, mais parce que c'est une expression de vous. Et donc, je le relie encore une fois à l'architecture parce que je me pose beaucoup la question de à quoi sert mon métier. Surtout que je suis aujourd'hui d'avis qui a été bâti pour une élite, enfin a été faite pour une élite, et qu'on construit certains types d'espaces, et on pense pas le commun, c'est-à-dire les lieux où justement les gens peuvent s'approprier, créer d'eux-mêmes. Mais Nini, du coup, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de l'architecture de Nantes, même le choix, je pensais au mémorial, les choix architecturaux qui ont été faits. Voilà, je sais que tu as observé aussi les noms des rues, choses comme ça. Est-ce que tu penses que tu peux nous en parler un petit peu de toi, ton point de vue d'architecte par rapport à ça? Je ne suis pas experte pour l'instant, mais merci. Donc, déjà, il y a le simple sujet qu'on n'arrête pas de découvrir sur Nantes, les couches d'histoire qui existent. Déjà, avec les choses qui sont choisies d'être mises en avant en termes de, des espaces mémorial, voilà, des espaces qui portent de l'histoire, qui sont patrimoine aussi, qu'il faut protéger, qu'il faut exposer, et d'autres qui sont volontairement mis sous le tapis. Récemment encore, j'avais pas fait attention, mais on se balade en plein commerce, même fait d'eau. Tu regardes plein de visages qui sont sur ces visages-là, et en fait, d'avoir pris le temps de regarder c'est quoi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de représentation. Je relie à ce métier, donc l'architecture, qui, autant elle est construite, mais représentation on crée de l'image avant tout, de l'image d'une ville. Aussi le fait que dans le monde vers lequel on va, j'agrandis le sujet, mais on est en train de lisser beaucoup les choses, c'est-à-dire le fait de bétonner, le fait de démolir des espaces importants, ou de ne pas montrer des espaces importants, ça met en avant une image. Et en fait, l'histoire de Nantes, elle est bien cachée pour le coup, pas assumée, on va dire. Et le simple fait de voir le mémorial de l'esclavage ici, elle peut poser question de la manière dont elle est cachée. Elle est pas. En fait, ça pose la question de comment est-ce qu'on parle des choses. Comment est-ce qu'on parle de choses et qui en parle. Ils l'ont volontairement mis sous terre, en fait, ils l'ont caché. Je vois que Rebecca a le micro pour dire quelque chose aussi. C'est un petit peu autobiographique. Je vais faire court, je vous assure. Alors, moi, je suis haïtienne, j'ai été adoptée à 3 ans et j'ai pu remarquer un changement du moment où j'ai fait le choix de rechercher mes origines, notamment dans ma famille et aussi du point de vue plus global, l'administration française, toutes les démarches pour avoir la double nationalité ou alors prendre son nom de naissance qui, pour l'État français, n'existe pas ou n'a jamais existé. Et cette histoire de lissage et d'effacement de l'identité afrodescendante, c'est quelque chose qui est pour moi flagrant dans la société, que beaucoup de personnes refusent de voir. Du mémorial de l'esclavage à Nantes, il y a un arbre qui a été planté à cette occasion-là, et le type d'arbre
pour moi, montre un manque de considération et de prise au sérieux de cette mémoire-là qui devrait être, pour moi, obligatoire. L'arbre chaîne. Il n'a pas une chaîne au pied en plus ou un truc comme ça, je sais pas. C'est un tout petit arbre, non? Ça fait un moment. Et l'arbre qui est planté, c'est un chêne. Et on pourrait argumenter que quelque chose pousse de ces mémoires. Pour moi, c'est pas assez sérieux de tourner en dérision et limite faire de l'humour sur ce genre de mémoire, surtout que ça ne, pour moi, ça permet pas la reconnaissance donc des 16 générations qui ont été bafouées. Non, mais je veux pas le micro, mais juste expliquer pourquoi le chêne, c'est. Pourquoi le chêne, c'est les soucis parce que c'est mis sur nos corps. Pour moi, c'est dans le nombre. Moi, j'ai même pas eu forcément besoin d'y penser, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que quand on n'est pas habitué ou entraîné à regarder ce genre d'injustice et d'humiliation, pour moi, c'est clairement de l'humiliation. Il faut le dire. Un chêne, exactement, tout à fait. Je ne sais pas si vous vouliez enchaîner sur quelque chose. Oui, enchaîner, pardon. C'est la mémoire, c'est ma blanchité qui parle. Non, mais tout à l'heure, il y a effectivement, je trouve qu'il y a énormément de sujets super forts qui ressortent. Il y a ce mot Afro-Pan Rhythm auquel vous allez revenir tout à l'heure, mais tu disais qu'effectivement, ton rapport à la musique, quand tu es arrivé dans le milieu dub, en fait, il y a beaucoup de personnes blanches. Vous êtes là ce soir, nous sommes là ce soir, les personnes blanches. Et il y a un rapport à cette histoire qui parfois est nié. Souvent, on est là pour kiffer la musique, mais toute cette histoire sensible dont vous êtes les descendants, elle fait sens, et encore plus aujourd'hui dans les temps politiques sensibles que nous vivons. Et je crois que... mais en fait, ressort beaucoup la question de la réappropriation de sa propre histoire, de votre propre histoire, de votre propre identité, de votre enracinement, pour le coup, en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe également. Vous parliez de sound systems qui sont nés en Jamaïque, mais des rythmes qui viennent d'Afrique, qui arrivent jusqu'à nos oreilles ici, blanches, noires ou métisses. Et qu'est-ce qui nous lie justement ensemble? Tu disais, il faut qu'on se réapproprie les choses, on est là pour être ensemble. La Licorne Noire, c'est un lieu pour être là ensemble aussi, pour regarder, pour faire des choses, pour faire ressortir le sens dans les choses, dans la culture qu'on mange, qu'on vit, qu'on écoute, qu'on partage, dans les manières de faire. Qu'est-ce qui nous relie aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de nous relier peut-être aussi? Justement, en fait, de créer des lieux et des soirées comme ce que vous allez pouvoir demain soir nous sert en fait à répondre à ces questions, parce que c'est des choses qui sont encore fraîches, qui sont encore nouvelles. On apprend à trouver les liens, les passerelles et les mots aussi pour se retrouver, pour s'identifier. Parce que personnellement, même t'identifie comme une personne métisse ou ce genre de choses, des fois j'ai du mal à comprendre, parce que pour moi métisse, ça veut dire avoir deux cultures. Donc tu peux être métisse et être blanc, être métisse et être noir, être métisse et avoir la peau marron. En fait, métisse, c'est avoir deux cultures, c'est pas une couleur de peau. C'est toutes ces questions-là, et en rencontrant aussi des personnes qui étaient sur ces multiples identités, que je me dis, c'est un bon point de départ pour nous aussi, en fait, créer notre langage, créer nous aussi une vision sans devoir toujours, en fait, répondre aux questions des autres ou choisir ceci ou choisir cela. Se mouler, voilà. Surtout que même métis, à la base, est né parce que ça veut dire mauvais tissage. C'est un mauvais mélange. Alors qu'en réalité, je pense que c'est une force et qu'on n'a pas à devoir toujours
je sais pas, enfin, comme un déchirement où on nous demande des questions bizarres de choisir ci ou de choisir ça. D'un côté, on va te dire est-ce que tu parles telle langue, de l'autre, on va te dire tu es trop comme. Je me suis dit non, mais en vrai, on s'en fiche, on peut aussi nous créer nos identités, et c'est pour ça que je me suis dit Afropéane, ça nous parle beaucoup ici à Nantes, justement par ces identités multiples que je rencontre au fil du temps. Je ne sais pas si ça vous dit, mais on va écouter une petite question, vas-y. Bonsoir, excusez-moi, je vais en profiter parce que avant qu'on dérive, qu'on revienne là-dessus, je voulais partager une petite expérience et en même temps rebondir par rapport à ce que vous dites. Moi, j'ai bientôt 48 ans. J'ai découvert le milieu racial dans le milieu des années 90. Je rebondissais justement, je vais rebondir déjà par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu es arrivé ici dans un milieu de son système où il y a essentiellement des personnes de couleur blanche. Quand j'ai découvert les sons de système milieu des années 90, il y avait quasiment que des Africains ou la communauté caribéenne dans les sons de système. 3-4 blancs à l'intérieur dedans. Et moi, ce qui m'a marqué ici en arrivant à Nantes, parce que je suis rasta en fait, et pour avoir découvert ici Nantes et la scène son de système que j'ai déjà vu évoluer dans le milieu des années 2000, ensuite dans les années 2010, et qui était déjà dans la mouvance, mais qui pour moi est en train de changer, et c'est ça qui devient intéressant aujourd'hui, notamment ce type d'intervention ce soir, c'est que pour moi, on ne peut pas décorréler en fait la musique du message et de la foi en fait. C'est-à-dire que quand on parle de dub, mais le dub en fait, ça sent encore dub, ça dépend de quel côté on le voit. Il y a de la musicalité, la technique, tout ce qu'on veut, mais à la base ça vient d'une musique qui est donc un moyen d'expression, qui a été un outil pour des êtres humains qui ont des gens qui ont souffert, des gens qui avaient des choses à dire, des gens qui avancent avec la foi. Et aujourd'hui, ce qui m'interpelle depuis un certain nombre de temps, c'est le fait qu'il n'y a plus tout ça dans les sons de système. C'est-à-dire qu'on est essentiellement axé sur la musique et il n'y a pas de temps de parole pour raisonner. L'idée, c'est pas d'être comment on appelle ça, des habitants de la Jamaïque, d'y aller par mimétisme et de faire des pull-up, rewind, inadi dance et je ne sais quoi. En fait, chacun doit porter son message avec son identité propre. Si quelqu'un est aujourd'hui breton et qu'il a des choses à dire avec sa réalité, avec son cœur, qu'il le dise avec ce qu'il a dans ses tripes en fait. Et ce que j'ai vu dans les années 90, les Africains ou les Antillais, ils disaient ce qu'ils avaient à dire avec leurs tripes. Ils n'avaient pas peur. Ils disaient leurs choses. Donc aujourd'hui, pour faire résonance aussi avec ce que tu disais tout à l'heure concernant l'architecture, tout est lissé, tout est propré. C'est là où c'est un peu une sorte de perversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils par rapport à une époque où il y en avait beaucoup moins. Et on avait peu de choses et il fallait créer avec peu de choses. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Donc le piège, c'est d'être perdu dans toutes ces choses, en fait. Donc, essentiel. Il faut se dire, faut partir de ce qu'on a à l'intérieur de nous et pas se perdre dans tous les moyens qu'on a à notre disposition. Maintenant, il faut utiliser les moyens qu'on a à notre disposition, mais il faut porter les choses, parce que la question, c'est, et puis je m'arrête là, c'est aujourd'hui, c'est ça, pour ça que je suis venu, c'était de voir aujourd'hui qu'est-ce que des années après, parce que moi je ne suis pas le premier, loin de là, j'étais aussi un jeune à cette époque-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous portez, qu'est-ce qui vous anime et de quoi vous avez besoin. Je pense qu'il y a des choses qui nous relient tous, et c'est ça qui est intéressant, puisque, comme disait tout à l'heure l'ami, c'est juste un fil. Tu parlais de tisser, tu vois, c'est un cheminement. Le métissage, c'est un long chemin, une arborescence de gens qui se baladent, qui se rencontrent, qui font des enfants ensemble, et c'est la vie, et on vit tous sur le même ballon. Donc voilà, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut porter, de quoi on a besoin, et il faut y aller franchement, il ne faut pas avoir peur. Et on vit dans un monde, et je sens que là, toutes les générations, dont les jeunes, ils sont là, c'est le futur, donc il faut y aller, quoi. Et qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plein d'anciens, pas des anciens, on ne va pas abuser non plus, mais des gens voilà, on n'est pas non plus des... Mais il y a des gens de ma génération, des plus vieux aussi. Je pense qu'il y a aussi des trucs à faire avec les gens de notre génération, parce que et on peut partager certaines choses plutôt que de rester en spectateur.
On peut tous être acteurs à notre niveau, quel que soit notre âge, notre milieu, notre culture, nos origines, etc. Voilà, pardon, excusez-moi pour le temps de parole assez long. Bah, merci à toi. C'était hyper intéressant et ça fait tellement sens. Et ça fait du bien. C'est ce qu'on se dit, bah, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais si ça vous dit, on va juste faire une petite interlude musicale. Ah, Nini, je vais tu juste voulais- glisser 2 mots juste avant. Dis-moi. Merci pour ça d'ailleurs. Tu as dit une chose qui pour le coup est importante et peut-être on revient dessus plus tard, mais la représentation, elle est aujourd'hui, elle est hyper importante, surtout dans le monde digital avec lequel on vit. Le but, c'est pas de lisser et de reprendre des esthétiques juste parce que c'est la face de la chose. On peut redéfinir nos propres esthétiques et de porter message. Je pense, tu l'as très bien dit, et je pense il y a une esthétique qui s'est créée autour du culture sound system auquel on est tous très attachés. Il y a une nostalgie aussi, et également les messages. Mais comment on les met à jour? Comment on en parle aujourd'hui? Moi aussi, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit dernièrement, notamment sur le fait qu'il y ait un peu moins de personnes noires en sound system, ce qui est un fait en France, hein, clairement. Moi, on me l'a souvent demandé en me disant, mais ils sont où? Comme si j'avais la réponse. Et souvent, ce que je réponds, c'est que je suis même pas noire, moi je suis marron en fait, donc c'est même une demi-noire qui est ici. Et c'est aussi important à dire parce que effectivement, pour moi, le dub music actuellement, c'est occupé par des personnes blanches d'un certain milieu social, d'une certaine et de personnes de gauche. Donc en fait, ils se retrouvent dans ces valeurs qu'est le reggae, musique de vivre ensemble, de paix, de liberté. Et en fait, reggae music, ça attire beaucoup de gens et en fait, en ça, c'est une bonne chose. Par contre, les personnes qui sont attirées par reggae music, il faut aussi qu'ils gardent en tête que à la base, c'est l'outil des ancêtres. Et en fait, c'est que quand les personnes afrodescendantes se rendent compte que il y a pas de personnes comme eux qui les représentent sur la scène, c'est particulier parce qu'en fait, nous, le meaning en fait des sons qu'on va entendre dans le reggae de discrimination, c'est pratique, c'est ce qu'on vit en fait. C'est pas juste musical ou artistique. Et c'est en ça en fait et qu'en fait, on se rapproche d'une certaine souffrance, d'un certain traumatisme. Et peut-être que les personnes ne vont pas forcément s'exprimer avec les bons mots pour dire en fait que c'est pas OK. Mais c'est parce que je pense c'est vraiment, on est sur des échelles différentes. Ça parle aussi de privilèges. En fait, il y a tellement de choses subtiles derrière ça. Mais encore, je pense que c'est vraiment d'écouter et que quand il y a un témoignage, l'idée c'est pas de forcément toujours ramener un peu son histoire, mais plutôt d'écouter et de partager sans que ça vienne nous toucher nous en fait, parce que la personne s'exprime et c'est son sentiment, c'est son expression. Et que si ça vient me toucher, alors que c'est que c'est plutôt à moi d'aller voir en quoi ça me touche. Et c'est là que ça va devenir intéressant, les amis. Voilà, on poursuit sur l'interlude musical.